Bonjour, c'est Cyril Domoro, ex-international ivoirien. Suivez Samedi Sport sur Canal 2 International. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue une fois de plus à cette édition de l'actualité du sport à l'international. Nous sommes en direct, bien sûr, sur les antennes de Canal 2. On vous remercie énormément pour vos messages de soutien par rapport à ce concept de Samedi Sport. Vos messages sont de plus en plus touchants. Voici, messieurs, dames, le sommaire de Samedi Sport. Au sommaire de Samedi Sport, le choc au sommet de la Ligue des Champions entre le Barça et la Juve. Qui de la vieille dame ou des Blaugrana sera au toit de l'Europe? L'actualité autour de la FIFA Nostra, avec une enquête exclusive des coulisses de la folle semaine zurichoise. Ensuite, quel est le bilan chiffré des 23 lions convoqués avec des informations qui vont vous faire tomber des nues? La nuit du football africain, le gala de la soirée la plus prestigieuse des récompenses footballistiques africaines, clôturera cette édition. Messieurs, dames, sur les antennes de Canal 2 International, voici pour vous Samedi Sport. C'est reparti pour les aventures folles de Samedi Sport. J'en profite pour la présentation du panel qui est déjà constitué, bien sûr. On va débuter avec Serge Boussom. Serge Boussom, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue une fois de plus au panel Samedi Sport. C'est toujours un plaisir d'être présent dans cette émission. La dernière fois, vous nous avez quitté avec le thème de Maurice Pacaro. Oui, effectivement, je pense que c'est un sujet qui a passionné beaucoup de téléspectateurs. Et bien entendu, je pense qu'on a échangé énormément sur ce sujet-là qui était le combat du siècle. Maintenant, ça me fait plaisir de venir vous parler de football également. Très bien. À ses côtés, un tout nouveau aussi, Achille Assako. Achille Assako, bonsoir. Bonsoir Edith, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Et bienvenue à cette édition du Samedi C'est Sport. moi qui vous remercie. Alors, juste en face, c'est Saint-Jamin. C'est Saint-Jamin, notre consultant politique. C'est Saint-Jamin, bonsoir. Bonsoir Eddy, merci pour l'étiquette. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être invité dans votre émission. L'actualité oblige à votre présence. Oui, je ne m'en plains pas, de toute façon. C'est clair que c'est une émission qui monte. Et nous aurons un plaisir fou à être là quand vous nous invitez. Et je pense que cette fois-ci encore, on sera à la hauteur. Alors, pour clôturer avec Abou Daga. Abou Daga, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue une fois de plus. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, on en profite pour vous offrir, messieurs, dames, l'actualité de la presse sportive et cybernétique internationale. Au montage, Richard Nard. Cook meat properly. Cuisez la viande correctement. Bonsoir et bienvenue dans la rubrique Média Presse. On débute avec le site Camp Foot qui ce jour revient sur le cas Choupo-Moting qui aurait convolé en juste noces le week-end dernier à Hambourg. Le site évoque le cas Ayatou qui aurait déclaré ne pas pouvoir être candidat à la FIFA. Le site Bois Football énonce la menace de boycott qui pèse sur la sélection camerounaise pour leur première rencontre officielle de Coupe du Monde féminine au Canada. The Mirror Sport en Angleterre fait un zoom sur le cas Sterling pour lequel Van Gaal serait prêt à débourser la tiers pour qu'il rejoigne les Mancuniens. Du côté des Gunners, Kondogbia serait dans le viseur. Aboula, le quotidien portugais, revient sur l'offre du Sporting au désormais ex-entraîneur du Benfica. L'on évoque la somme de quasi 3 millions d'euros jusqu'en 2018. La Gazzetta dello Sport en Italie titre sur l'arrivée imminente de l'ex-entraîneur de la Sampdoria Mialovic qui devrait rejoindre le Milan AC et qui en renfort devrait récupérer Bagnan et Bertolacci. Marca ce matin revient sur l'émotion forte de Rafa Benitez à la présentation comme le nouvel entraîneur de la Maison Blanche. Le quotidien revient aussi sur cette offre de 12 millions d'euros net du PSG pour l'Argentin Tevez. Sport, le quotidien catalan évoque la volonté de Xavi de conquérir son 25e trophée ce week-end en finale de Ligue des Champions pendant toutes les années passées au Barça. Le quotidien français L'équipe évoque l'état de forme resplendissant de Djokovic, déjà considéré comme archi-favori pour le titre à Roland Garros. L'affaire FIFA, l'équipe nous informe que l'État aurait souhaité que Noël Le Graët soit plus réservé sur ses déclarations. Selon l'hebdomadaire France Football, la comparaison entre Léo Messi et le rappelé a lieu d'être, au vu des performances de ce dernier, pour savoir s'il véritablement il serait plus grand que plus. Ce sera tout pour cette rubrique Média Presse, à très bientôt. Bonjour, suivez Samedi Sport sur Canal 2 International. Effectivement, c'est reparti pour Samedi Sport. Alors, on va en profiter pour évoquer le premier sujet autour de cette édition concernant le triplé éventuel du Barça par rapport, n'est-ce pas, à cette Ligue des Champions. Pour en parler, effectivement, nos spécialistes qui sont ici présents. Alors, avec vous, Serge, aujourd'hui, le Barça se retrouve dans une situation comme celle-là, de pouvoir, n'est-ce pas, obtenir une fois de plus le triplé. L'arrivée de Luis Enrique était un peu mitigée, on peut le dire, mais aujourd'hui, le résultat du compte, il est quand même la véritable surprise de cette équipe.
Oui, surprise peut-être pas. Je pense que Luis Enrique, c'est un peu également, il fait partie de l'ADN du Barça. Je veux dire, il est revenu un peu aux sources et il a su en fait apporter à Messi le soutien dont il avait besoin. Ils ont fait, je vais dire ici, l'analyse de ce qui s'est passé les années précédentes quand ça s'est mal passé pour le Barça. Maintenant, le Barça est solide avec une attaque de feu et je pense que ce ne serait pas immérité d'avoir le triplé. Et avec tout ce qu'ils ont pu faire. Et également, ce que Luis Enrique a apporté, c'est-à-dire dans la continuité de l'esprit du Barça, on reconnaît en fait le Barça des grands jours qui revient en fait. Alors, Gilles Seko, ce fameux Barça avec le tridente Messi, Suarez, Neymar, la MSN, face à Tevez, Morata, éventuellement Pogba. Comment sentez-vous ce duel de ce week-end? MSN force l'admiration. Il n'y a qu'à regarder les statistiques. On se rend bien compte que l'attaque du Barça est la plus prolifique, si je ne me trompe, d'Europe actuellement. Et c'est des statistiques qui ne mentent pas. C'est-à-dire que sur un match, cette triplette-là est capable de vous en faire voir de toutes les couleurs. Donc je doute fort que, j'aime bien la vieille dame, hein, la Juve, mais je doute fort qu'elle puisse s'en sortir. Ce sera certainement pas facile. Je pense que ça va se jouer sur une dizaine de minutes. C'est en 10 minutes que le Barça débloquera la situation. Le Barça, pour moi, est favori. Alors, vous parlez de statistiques, justement. On va évoquer ces statistiques concernant justement cette MSN qui atteint un résultat en termes de stats assez impressionnant. En tout cas, le meilleur de l'histoire du football espagnol, que vous allez voir affiché, bien sûr, à l'instant. Ce ratio impressionnant. Messi, Suarez, Neymar, ils sont à 120 buts inscrits. C'est le meilleur record. Ensuite, nous avons le Real Madrid à l'édition 2011-2012 avec Cristiano, Benzema et Higuaín qui ont inscrit 118. En Barcelone 2008-2009, nous avons Messi, Eto'o et Henry qui en étaient à 100. Souvenons-nous, à Boudaga, que Suarez a débuté la saison 3-4 mois plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où en serons-nous normalement? Non, c'est exceptionnel. Et il faut dire aussi que Messi a débuté sa saison en termes de qualité de performance un peu tard. Vous vous rappelez bien qu'on parlait de Luis Enrique tout à l'heure. Il y a eu une période cette saison où on parlait d'un rift entre Messi et Luis Enrique. On annonçait Luis Enrique partant en fin de saison. Mais c'est la réalité du football. Quand vous mettez trois talents comme de cette qualité-là ensemble, il y a un véritable souci. C'est d'abord que les uns et les autres mettent leur ego de côté et décident de jouer les uns pour les autres. Et que dans tout groupe, il y a un leader. Et qu'on accepte qu'il y a un leader naturel. Et ce leader naturel, c'est Messi. Et vous voyez que les autres, ça leur fait plaisir de voir Messi mener la barque, mais ils font leur travail, ils font la différence quand il le faut. Mais pour que la mayonnaise prenne, ça prend du temps. Et c'est ce temps-là, voilà, qui était la période de petite disette du Barça. Maintenant, on voit qu'ils se trouvent les yeux fermés et ça fait vraiment peur. Alors, que dire, alors, c'est Stade Jabeno, de consultant politique pour ce soir, exceptionnellement, de l'arrivée de Paul Pogba, comme a titré le quotidien Sport catalan il y a quelques jours, enfin plusieurs jours d'ailleurs, qu'on va voir aussi, bien sûr, le quotidien Sport qui évoque l'arrivée probable de Pogba. En tout cas, Pogba aurait dit oui aux dirigeants du Barça. À votre avis, le Barça de la saison prochaine avait un Pogba qui accepte d'intégrer cet effectif. Comment ça va être? Je crois que le trio MSN est déjà très très impressionnant. Et si en plus on y ajoute l'arrivée de Paul Pogba, c'est vrai que ça deviendrait carrément infernal. Donc je pense que, bon, ça dépend des coulisses, hein, comment les choses vont se négocier. Mais je pense que le Barça, la Juve n'est pas, je ne sais pas si elle est prête à laisser partir Paul Pogba. Mais en vérité, c'est vrai que c'est les affaires du football, c'est le business, et il est fort probable qu'il rejoigne le Barça. Mais je veux dire que ce n'est pas forcément indispensable, parce que je veux dire que le Barça aujourd'hui, avec ce trio-là, marche sur l'eau. Quand on voit la manière avec laquelle le Barça a marché sur le Bayern, quand on voit la manière avec laquelle Luis Enrique manage ses troupes, le jeu est particulièrement attrayant. Déjà avec, comment dirais-je, Guardiola, c'était déjà assez alléchant, mais avec Enrique, c'est vraiment très très attrayant. Et à mon avis, malgré le doublé Coupe du Roi, championnat, je suis sûr qu'ils sont partis pour un triplé. Mais attention à la Juve, hein, parce que je me rappelle que dans ce même stade de Berlin, en 2006, l'Allemagne, l'Italie a remporté la Coupe du Monde. Donc ceux qui sont un peu superstitieux, quand même, il faut se méfier. La Juve est quand même dans une belle montée depuis quand même un certain temps. Et puis, tout est possible en football. Une superstition peut-être de la part d'Abou Daga? Non, pas de superstition. Je voulais juste dire sur le cas Pogba au Barça, que vous savez, ce marché des transferts, c'est un peu notre petit domaine. Ce qui favorise le Barça aujourd'hui, c'est que le Barça a cette difficulté de ne pas pouvoir recruter avant janvier 2016. Et maintenant, cette solution arrange la Juve. Pourquoi? Parce qu'elle peut céder le joueur, mais l'avoir en prêt pendant une saison de plus.
Donc, ils ont l'argent et leurs joueurs pendant une saison. C'est pour ça que le Barça est favori devant les autres clubs. Platini a quand même essayé de réduire, d'assouplir un peu le fair play financier. Hein. Je crois que c'est tout récent. Moi, j'ai peut-être un petit bémol parce que le timing pour moi n'est pas bon. Je vais dire, sport qui est, je vais dire, l'organe en fait de communication du Barça, il faut le dire, hein, dit que Pogba a dit oui, alors qu'il y a une finale qui se joue derrière. Je vais dire l'état d'esprit du joueur. Je pense qu'il y a aussi un peu probablement de pression qui est mise un peu sur Pogba là pour pouvoir peut-être le déstabiliser, cette bonne guerre. Marca l'avait annoncé, au Real. Donc maintenant, et puis effectivement. ça tombe. En fait, je me dis qu'il y a un peu de Effectivement, Serge, de on pression qui est comprend mise là bien sur que c'est Pogba. la guerre entre différents médias. On vous rappelle, monsieur et dame, que dans quelques instants, vous aurez une enquête exclusive, n'est-ce pas, sur le 65e congrès de la FIFA qui s'est déroulé notamment du côté de Zurich. On vous invite à rester scotché véritablement dans cette édition de Samedi Sport. Avant cela, voici le Man of the Day. L'on débute avec le Sévillan Stéphane Biya qui a remporté avec son club une seconde Europa League consécutive. Clinton J a inscrit face à Rennes son 7e but cette saison après son retour de blessure. Pour une première dans cette rubrique, un joueur local, Joseph Yanki, la nouvelle pépite du football camerounais, le sociétaire du Coton Sport de Garoua, est l'une des attractions du championnat local. Alors, à vos votes sur nos pages Facebook et Twitter pour The Man of the Day. De nombreuses personnes qui nous suivent d'ici ou d'ailleurs, faites bien attention à ce cas, Joseph Yanki, qui est véritablement un phénomène du football local, une véritable pépite que beaucoup sont en train de découvrir. Avant de vous diffuser, n'est-ce pas, cette enquête exclusive, c'est tellement exclusif, juste rappeler à l'ensemble des téléspectateurs la possibilité pour vous de pouvoir obtenir, en suivant attentivement cette enquête, il y aura une question qui va vous être posée juste à la fin. C'est le rapport d'activité de la FIFA 2014 avec les chiffres, l'ensemble des chiffres qui vont, les statistiques chiffrées, tout ce qui va avec en termes d'économie, exactement toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin. À la suite de cela, puisque l'actualité l'oblige, vous aurez également le code éthique de la FIFA qui vous est offert dans cette édition. Et à la suite aussi, le fameux statut de la FIFA. On vous rappelle une fois de plus, il suffira juste pour vous, messieurs et dames, d'être attentifs à cette édition parce qu'une question va vous être posée à la suite de cette enquête. Et vous pourrez également avoir ce document de ce congrès de la FIFA où bien sûr les antennes de Canal 2 étaient présentes. Nous étions présents pour cette édition. On vous prie de bien vous la suivre. C'est élément monté par Richana. Mardi 26 mai à Zurich, pour le 65e congrès de la FIFA qui décidera de l'élection du futur président de la plus puissante association du monde, les candidats qui se bousculent sont Blatter et le prince Ali de Jordanie. Tandis que l'on pensait assister à une réélection sans surprise le 29 mai, un scénario inattendu a remis la FIFA en question. Mercredi 27 mai à 9h à Zurich, à l'hôtel Bord-au-Lac, où des arrestations ont eu lieu. Dans la nuit du mardi au mercredi, l'on évoque 9 dirigeants de la FIFA et 5 partenaires inculpés aux États-Unis pour des faits de corruption de 1990 à nos jours, attribution du mondial 2010 et élection à la FIFA 2011. 7 de ces dirigeants sont arrêtés à Zurich sur demande américaine. Des perquisitions simultanées sont menées au siège de la CONCACAF à Miami et le clou du spectacle, des demandes d'extradition sont menées par l'administration américaine. Loretta Lynch, nouveau procureur général des États-Unis à New York, a demandé le rafle de Zurich. L'opération est menée par les policiers zurichois sous le contrôle de l'OFJ, après une demande du parquet du district de New York. 10h à l'hôtel Marriott, où se tient un meeting de la CAF, présidé par l'inoxydable Issa Hayatou. L'ambiance est plutôt calme, l'on n'évoque nullement ce sujet, l'on feint de ne pas être au courant dans les coulisses. Le mot d'ordre semble être le silence absolu autour des arrestations du Bord-au-Lac. On retrouve dans la salle les représentants de la FECAFOOT, le professeur Joseph Ouna et le professeur Mwangé Kobila. À la fin du meeting à huis clos, une information fuite. Les membres du comité exécutif de la CAF auraient promis d'apporter leur soutien à la candidature de Blatter. Mais de manière incomprise ou curieuse, la CAF n'aurait pas donné des consignes de vote à l'ensemble de ses membres. 11h à la FIFA. Une conférence de presse s'impose de toute urgence et menée par Walter de Gregorio, directeur de la communication et chargé des affaires publiques au sein de la FIFA. Toute la presse internationale est en attente de la réaction de la FIFA. Les questions qui fâchent sont rapidement élarguées. La tension est présente. Cependant, le meeting de la CAF est arrivé à son terme. À la sortie,
l'on affiche les souris de façade et l'on évite les questions sur l'affaire de l'hôtel Borola. Lydia Sekera, membre du comité exécutif de la FIFA, n'hésitera pas à nous faire comprendre en off son point de vue concernant le sujet des arrestations. Elle prétend n'être au courant de rien. Alors nous décidons d'en savoir un peu plus du meeting et de son contenu. Le professeur Joseph Ona, président du comité de normalisation, répond à nos questions et ainsi que sur la présence de la délégation camerounaise durant la semaine à Zurich pour le report de la CAN féminine. Alors, comment s'est déroulé le meeting de la CAF de ce matin? Je crois que le comité exécutif a été un comité pour se concerter sur la position africaine. Le premier souhait, je crois que c'est un souhait qui est normal, c'est que le congrès se déroule normalement et en paix. Deuxième souhait, nous avons écouté les représentants de la Palestine et les représentants d'Israël. Je crois que même si l'Afrique est un peu neutre dans le conflit, l'Afrique demande que le football soit un gage de paix pour faire progresser la paix, que ce soit un instrument tout à fait viable. Nous avons également parlé de la concentration en ce qui concerne les droits de télévision. Ceci va permettre de faire un peu une péréquation solidaire entre les fédérations africaines, toutes les fédérations africaines, et je pense que c'est un progrès du panafricanisme en matière de football. Très bien. On évoque justement des coalitions qui se seraient créées pour ce congrès. Êtes-vous pro-coalition ou anti-coalition? Jamais entendu parler. D'accord, très bien. Alors que dites-vous justement de la délégation qui a sollicité le report de la CAN féminine aux côtés du ministre des Sports, dont on dit ici en interne, certains membres de ce comité exécutif de la CAN disent qu'ils étaient curieusement très nombreux et on n'a pas compris pourquoi, alors qu'un simple courrier aurait suffi pour... Je ne crois pas que les choses soient ainsi. Il faut dire que je l'ai défendu au nom de la FECAFOOT, avec en présence du ministre chargé des Sports, nous étions nous deux. Cela découle de deux impératifs. D'abord, d'un premier impératif qui est impératif climatologique. Limbe, où se jouera la compétition. Et c'est maintenant que vous découvrez que l'impératif climatologique s'impose? Oui, je dis impératif climatologique. Limbe est à côté de Debuncha et on l'oublie très souvent que Debuncha est le deuxième point le plus pluvieux du monde. Il pleut à Limbe, il a fallu donc déplacer la compétition d'un mois. La deuxième chose, c'est un impératif de sécurité. On ne peut pas poser les sièges sur toute la surface au stade Amadou Ahidjo, du fait de l'insuffisance des surfaces et du fait de la fragilité et des seuils de pose. Nous avons donc demandé une dérogation. Je crois que ces choses-là ont été simples, elles ont été acceptées par la FIFA. Elles sont très simples, elles étaient tout à fait compréhensibles. Et il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'intoxication dans cette matière-là, puisque nous avons appris que certains médias disaient que nous demandions le report pour une année. Ce qui n'est pas vrai, apparemment. Ce qui n'est pas vrai. Dans le rôle du Marriott, on retrouve les membres de la FIFA, qui sont aux côtés des différentes fédérations pour apaiser, les rassurer sur les arrestations survenues la veille. Le plus doué dans l'exercice est bien sûr Primo Carvalho, qui en off nous informe qu'il sera au Cameroun au courant de la semaine pour valider les nouveaux statuts de la FECAFOOT. La présence des émissaires de la FIFA dans le hall de l'hôtel de la CAF nous interroge. Est-ce une approche urgente des fédérations africaines ou la résultante des incidents de la veille qui commencent à se faire ressentir? Les sponsors de la FIFA, tels que Visa, Coca-Cola, Nike, tirent la sonnette d'alarme. Le jeudi 28 mai 2015, les tabloïds reviennent considérablement sur ce que désormais certains qualifient de FIFA Nostra, comme le quotidien Libération, la FIFA sous toutes ses formes démantelées. À l'hôtel Caméa, à 12h20, Michel Platini fait son arrivée. L'UEFA tient à son tour un meeting pour pouvoir élaborer les décisions ou bien sûr les orientations à venir à la veille de l'élection. Toute la presse est mobilisée en attente du début de la conférence. À la surprise de tous, Platini annonce le soutien inattendu de l'UEFA pour la candidature du Prince Ali, unique adversaire de Blatter. La position de l'UEFA met encore mal le clan Blatter.
pour l'avenir de la FIFA. Nous avons gagné ensemble, nous avons travaillé ensemble. Aujourd'hui, je viens te demander de quitter la FIFA, de démissionner de la FIFA, de partir de la FIFA. Parce que l'image est mauvaise, on ne peut plus continuer comme ça. Je suis dépité, je suis écœuré et j'en ai marre. Enough is enough. Donc c'est trop, trop c'est trop. Oui, bonjour, Edith Giscard Nono de Canal 2 International, la télévision du Cameroun. Alors, au vu du scénario qui s'est produit récemment, on a constaté, vous l'avez si bien dit, sans doute la zone Comebol en a un peu ras-le-bol. Au niveau de l'UEFA, vous l'avez notifié à l'instant que vous avez donné des consignes pour qu'on puisse voter en faveur du Prince Ali. Et du côté de la CAF, de manière extrêmement curieuse, on aurait demandé à l'ensemble des membres de voter librement. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de toutes ces analyses, on peut dire que, selon vous bien sûr, que mathématiquement, les carottes peuvent être cuites dès demain pour le président Blatter? Non. Vous savez, Zep, s'il a décidé de rester, c'est qu'il est costaud, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour lui, et donc il peut avancer. Mais ce que j'ai noté dans la CAF, et je vous remercie de le dire, c'est qu'avant c'était nous soutenons M. Blatter. Là, c'était nous soutenons M. Blatter, mais les associations sont libres de voter pour qui elles veulent. C'est un nouveau changement, un renouveau de la démocratie dans la zone africaine. Donc c'est bien qu'ils laissent les gens voter. Comme j'ai dit aux associations nationales, on vous laisse aussi voter, mais votez pour Ali, quoi. Quelques heures plus tard, au lieu dit du 65e congrès au Allen Stadium, à 16h40, on aperçoit enfin le président Blatter qui affiche un air de sérénité malgré les contestations permanentes en interne. Le président Blatter est égal à lui-même, souriant, confiant et toujours aussi blagueur. Et sans doute, comme tout le monde, impatient du déroulement des hostilités. Rappelons que pour le congrès, il existe 209 associations à travers le monde. Et les voix sont réparties telles quelles. L'UEFA, 53 voix, la CAF, 54 voix, l'AFC, 46 voix, CONCACAF, 35 voix, l'OFC, 11 voix et le CONMEBOL, 10 voix. Ainsi donc, l'on comprend mieux pourquoi les dirigeants africains sont assez souvent sollicités et le système de vote est tel que la voix de l'Éthiopie par exemple compte autant que celle de la puissante Allemagne ou encore même du Brésil. Le jour J au congrès de la FIFA, les manifestants pour les causes de la Palestine se font ressentir car l'APF, l'association palestinienne de football, a sollicité le retrait de l'association israélienne de football, ce qui est d'ailleurs à l'ordre du jour du 65e congrès. Les défenseurs des droits des travailleurs au Qatar ne manquent pas non plus à l'appel. Le dispositif et les tentatives de déstabilisation de ce congrès sont à l'ouvrage. Sie werden behandelt wie Sklaven. Sie können nicht abreisen, wenn sie wollen, weil ihnen der Pass abgenommen wird. 9h, le président Blatter ouvre le début du 65e congrès de la FIFA qui se tient au Allen Stadium à Zurich. Le 9e congrès organisé dans la ville où réside la FIFA en Suisse depuis 1932 est lancé officiellement par la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue le 28 mai 2015. Le président Blatter prend les devants. Sir Blatter est-il encore sûr d'être réélu? Et le candidat Ali, pourquoi ce silence? The election should go ahead. Éric Champiel, journaliste d'investigation de France Football, auteur du Qatargate, nous donne son analyse. Déjà, on n'a pas senti d'hostilité à l'égard de Blatter, ni après son discours, qui a été plutôt applaudi et bien accueilli, ni au moment des votes des différents rapports où il y a eu une très large majorité pour approuver le rapport financier, le rapport moral. Et puis, les Européens font plutôt profil bas, puisqu'ils auraient pu demander à prendre la parole, ils auraient pu se manifester avant le début du congrès, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc c'est bien la preuve qu'ils sont pas dans le choc frontal, ils vont laisser se dérouler l'élection et ils verront après comment ils agissent. Alors le soutien de Platini au Prince Ali, est-ce que cela ne vous a-t-il pas surpris en réalité? C'est une situation ubuesque, puisque l'Europe est anti-Blatter, est hostile à Blatter, avait deux candidats auxquels elle a demandé de se retirer et finalement soutient un candidat jordanien qui n'est pas soutenu par sa propre confédération. Mais l'Europe ne s'attendait pas aussi à cette situation. Je pense que Platini, effectivement, s'il avait été candidat, il aurait ramassé aujourd'hui la mise. Il ne l'a pas été. Vous pensez qu'il a des regrets? Oui, je pense qu'il a des regrets. Lui qui se veut un fin stratège, il
peut avoir le regret d'avoir manqué de quelque part d'intuition. Après, je pense que la grosse question et la grande question, elle concerne aussi Jérôme Champagne. Pourquoi quelqu'un qui est européen, qui connaît parfaitement la FIFA, qui avait un programme, qui avait des idées, qui est diplomate, qui parle plusieurs langues, qui est intègre, pourquoi n'a-t-il pas reçu le soutien des Européens pour être candidat aujourd'hui? Pourquoi Michel Platini a-t-il fait en sorte qu'il n'ait pas les soutiens? Pourquoi les Européens ne l'ont-ils pas aidé? Aujourd'hui, il y aurait au moins un Européen face à Blatter et pas cette situation qui est quand même ubuesque, puisque c'est un Jordanien qui est censé permettre à l'Europe de détrôner Blatter. Ce que ne fait absolument pas Prince Ali, il ne propose rien, on ne le voit pas dans les médias, il n'a aucune expérience, il a 39 ans. S'il n'est pas élu, demain il va quitter la FIFA puisque son mandat au sein du comité exécutif ne sera pas reconduit. Donc une fois encore, c'est une situation qui est contraire à toute bonne stratégie politique. Prince Ali, personne ne le connaît. Comment imaginer une seule seconde qui puisse, même si on peut miser sur une candidature quelque part, une élection par défaut, c'est inconcevable, ça ne peut pas arriver. Blatter a encore assez de soutien et les gens aussi ont quand même besoin d'une forme de stabilité dans l'instabilité et les gens vont choisir Blatter parce que choisir Prince Ali, quel est le programme de Prince Ali, qui est à ses côtés, quelle est son administration, comment va-t-il diriger la FIFA? C'est ajouter de l'instabilité à l'instabilité. Et les gens n'en veulent pas de ça. Au moins avec Blatter, les gens savent que la FIFA continuera à être dirigée, même si c'est face à une crise, mais au moins la FIFA continuera à être dirigée. Cependant, au Media Center, lieu d'activité des médias, l'attente du déroulement des résultats de cette élection est sur toutes les lèvres. 19h, suite au déploiement coup de théâtre, le Prince Ali, après concertation avec son staff, décide de jeter l'éponge. Je pense qu'il faut relativiser le vote à suspense. C'est un problème de code électoral, c'est-à-dire que pour être élu au premier tour, il faut avoir les 2 tiers des voix. 2 tiers des voix, ça fait 140 voix. M. Blatter en a eu 133, donc il lui en manquait 7. On ne peut vraiment pas parler de suspense, d'autant plus que le différentiel était de 60 voix. Prince Ali n'en ayant eu que 73. Mais c'est probablement tout à son honneur, effectivement, d'avoir pu réaliser un score qui ferait envisager le second tour. Mais à l'analyse, forcément, il était difficile pour lui de remonter la pente et d'atteindre les 105 voix nécessaires pour être élu au deuxième tour. Mais l'esprit du succès vient du fait qu'il a bénéficié de ralliements inattendus de la part de l'UEFA et qu'il a été besoin des confédérations au dernier moment. Pas de ralliement inattendu. Les soutiens qui s'étaient manifestés pour lui ont été exprimés. Je pense que le président de l'UEFA a clairement indiqué au préalable que la candidature de Prince Ali était la candidature de l'UEFA et que l'UEFA le soutiendrait. Il y a des pays dans d'autres confédérations, je pense notamment à l'Australie, qui ont clairement affiché leur préférence pour le Prince Ali. Donc il était acquis, il était quand même envisagé qu'il ait un bassin de voix potentiel. Est-ce que selon vous, le mouvement Blatter va-t-il être fragilisé après tout cela? Est-ce que du côté de l'UEFA? On ne va pas lire dans les oracles, mais je pense que le président Blatter l'a dit pour sortir de ce congrès. Maintenant, il est élu, il est le président de tout le monde. Il est le président des 209 associations membres qui composent la FIFA. Et je pense qu'on a entendu beaucoup de choses dans les jours qui ont précédé l'élection, notamment des confédérations qui envisageaient même de ne pas prendre part à ce congrès. On a eu 209 associations dans la salle, elles ont toutes voté et il faut espérer tout simplement que les gens se rangent derrière ce qui est en fait le socle de la mise en commun, ce sont les statuts et les règlements de la FIFA et que ce soit ces textes-là qui réglementent les rapports entre les gens et pas des interactions ou des ressentiments personnels. La réaction de Blatter ne souffre d'aucune contestation. Elle est libre, transparente. Joseph Blatter briguera donc un 5e mandat consécutif à la tête de la plus puissante association au monde. Quelques heures après, le président Blatter réagit enfin sur les incidents survenus et les propos de Michel Platini sur la télévision suisse, la RTS. Ça vient de l'organisation de l'UEFA qui n'a pas compris qu'en 1988, je suis devenu président. On ne m'enlèvera pas l'idée que c'est une simple coïncidence, cette attaque américaine 2 jours avant les élections à la FIFA et ensuite la réaction de l'UEFA ou de M. Platini. Alors on ne m'enlève pas, je n'ai pas la certitude, mais enfin ça sent pas bien. Il y a comment dirais-je, des signes qui ne trompent pas. Les Américains étaient candidats à la Coupe du Monde de 2022. Ils ont perdu.
Les Anglais étaient candidats à la Coupe du Monde de 2018. Ils ont perdu. Je pardonne à tout le monde, mais je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Et maintenant, avec Platini, il faudra constituer de nouveau, ou avec l'UEFA, nous ne pouvons pas vivre sans l'UEFA, et l'UEFA ne peut pas vivre sans la FIFA. Mardi 2 juin, dans la matinée, la FIFA, après une révélation du New York Times, dans l'affaire de corruption qui touche l'instance mondiale depuis une semaine, dément formellement cette énième accusation. Or, une lettre publiée par Martin Ziegler, chef de la rubrique sport du Media Press Association en Angleterre, affirme le contraire. Donc, Valk était au courant du projet et des fonds de 10 millions d'euros qui pourraient servir de faire le lien entre ces fonds et l'achat du vote de Jack Warner en faveur de l'Afrique du Sud. En début d'après-midi, l'inéluctable se produit. Blatter s'exprime. J'ai profondément réfléchi sur ma présidence et sur ces 40 dernières années de ma vie qui ont été intimement liées à la FIFA et à ce magnifique sport qu'est le football. La FIFA a besoin d'une profonde restructuration. Bien que les membres de la FIFA m'aient conféré ce nouveau mandat, ce mandat n'a pas le soutien de l'intégralité du monde du football, et j'entends par là des supporters, des joueurs, des clubs, de tous ceux qui vivent, qui respirent et aiment le football autant que nous tous à la FIFA. C'est pourquoi je remettrai mon mandat à disposition lors d'un congrès électif extraordinaire. Cette décision prendra effet le plus tôt possible, à savoir la date à laquelle un nouveau président pourra être choisi par le congrès de la FIFA pour me succéder. Je continuerai d'exercer mes fonctions en tant que président de la FIFA, normal jusqu'à l'organisation de ces prochaines élections. Les médias ont une fois de plus fait et défait les instances de l'association la plus puissante au monde. L'administration américaine avait vu juste. C'était pas tout à fait prévu, en tout cas pas la semaine dernière. Depuis ce matin, je m'y attendais un petit peu parce que j'ai des équipes au Canada pour le championnat du monde des femmes. Et Jérôme Valk, qui devait arriver vendredi, avait annulé depuis ce matin son arrivée. Donc, je suis étonné qu'il arrête alors qu'il a gagné quand même assez facilement la semaine dernière. Donc, ceci dit, je crois que la FIFA était tellement ballottée, même depuis, ça me paraît une bonne décision. Au moins, il va y avoir une véritable élection, parce que tant que Blatter est candidat, il gagne. Enfin, je suis désolé, on peut raconter ce qu'on veut. Il avait les continents africains pour lui à 100%, une partie de l'Europe, et puis donc, le candidat qui était en face de lui, malheureusement, ne pouvait pas réaliser un gros score. Justement, retour sur le plateau de Samedi Sport avec vous, les panélistes, c'est Saint-Jamel. Lorsqu'on voit tout ce scénario qui se produit du côté de Zurich avec Blatter, qu'en dites-vous aujourd'hui? Où en est la FIFA selon vous? Je pense que ces dernières années, la FIFA a traversé des moments très très sombres, très très difficiles. Je suis quand même assez surpris de la décision de Blatter que je respecte, mais les arguments avancés me sont absolument mystérieux. Parce que, est-ce que c'est vraiment, on dit souvent que la plus belle mort, c'est la mort volontaire. Parce qu'en fait, il a été décrié, il a beaucoup résisté, et à peine réélu, il décide de démissionner, en avançant comme argument que tout le monde n'adhère pas au football, à la FIFA, etc. Mais personne ne fait l'unanimité dans ce monde, sur cette terre. Et donc, évident que Blatter ou pas Blatter, il sera toujours critiqué. Donc, moi, je ne comprends pas cette démission. Bon, peu importe. C'est sûr que depuis Joao Blanche, dont le prédécesseur de Blatter, il y a toujours eu de la corruption. Il y a toujours eu une Cosa Nostra, une mafia au sein de la FIFA. Mais pourquoi aujourd'hui l'affaire est brutalement révélée? Simplement parce que la Coupe du Monde 2018 a été attribuée à la Russie. Or, on sait bien qu'il y a une guerre larvée entre la Russie et les États-Unis. Les États-Unis, mécontents d'avoir perdu l'attribution de la Coupe du Monde 2022, et l'Angleterre, son cousin de l'autre manche, ayant perdu en 2018, évidemment, il s'acharne sur Blatter en pensant toucher Poutine. Voilà l'origine du conflit en vérité. Parce qu'en vérité, il y a toujours eu de la mafia au sein de la FIFA.
Et tout d'un coup, on nous sort qu'aujourd'hui, la corruption, mais les États-Unis s'en servent dans un but politique, parce qu'en vérité, c'est le FBI qui est derrière. Ce n'est pas la justice américaine. Le FBI, c'est le gouvernement américain. Moi, j'en tire une leçon, c'est quoi? C'est qu'en vérité, on nous a toujours fait comprendre qu'il n'y a pas d'ingérence des États dans le football mondial. Or, le FBI étant le gouvernement américain, s'ingère dans le football mondial, la FIFA en l'occurrence, et fait tomber des têtes. Il y a quand même 9 personnes du comité exécutif qui ont été arrêtées sur demande de la justice américaine, relancée par le parquet suisse. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a 2 poids 2 mesures, que la FIFA n'est plus une Bastille imprenable. Et donc, le Cameroun a tort de se laisser marcher sur les pieds par la FIFA, qui serait un super État qui ordonnerait aux États souverains. Donc voilà la leçon qu'il faut en tirer aujourd'hui. D'accord, très bien. Voilà. Hormis cette leçon, selon Sestan Djamène, bien sûr, est-ce que, selon vous, Abou Daga, aujourd'hui, une association comme celle-là, qui génère autant d'argent, est-ce que c'est normal qu'elle continue à adopter le même statut d'association? Est-ce qu'il n'est pas normal qu'on trouve un statut spécifique par rapport au cas de la FIFA, pas simplement FIFA, parce qu'il y a de nombreuses associations qui sont installées en Suisse et qui posent problème. D'ailleurs, récemment, un député suisse, Bruno Richel, que nous avons eu dans cette édition, qui a fait voter une loi anticorruption par rapport à ce genre de situation. Est-ce qu'il n'est pas grand temps de repenser le modèle FIFA? Non, moi je pense en termes de statut, le fait que ce soit une organisation à but non lucratif est quelque chose de positif pour les différentes fédérations et pour les pratiquants de ce sport. Non, mais une association à but non lucratif qui génère quand même plus de 1 milliard. Non, mais ça va, on est gentil. Quand on dit à but non lucratif, le plus important c'est quoi? Quand on dit à but non lucratif, c'est où finissent les fonds. C'est-à-dire que quand elle gagne de l'argent, si c'est redistribué à tous ceux qui produisent cet argent, c'est de ça qu'on parle. Oui, mais si elle devient par exemple une entreprise où il y a des actionnaires ou ainsi de suite, on sera un peu plus sujet à de la manipulation que c'est le cas. Mais Abou Daga, vous parlez de redistribution de l'argent. Platini, à cet hôtel, il disait justement, au Caméa, il disait justement que le problème que la FIFA, du moins l'UEFA a avec la FIFA, est simplement de savoir que les montants qui sont redistribués notamment à certaines nations, on parle aussi de l'Afrique, entre guillemets, notamment les projets Goal, on ne sait pas ce qu'on en fait. Il n'y a pas d'organisme de contrôle par rapport à cela. On a l'impression que c'est un système mis en place pour acheter des voix. Non, je suis d'accord là-dessus, mais là, je parle qu'on parle plutôt du fonctionnement de la structure. Là, c'est différent des statuts. On parle du fonctionnement de la structure. Si vous changez les statuts et que vous ne changez pas les hommes, le système ne va pas disparaître. C'est-à-dire que ce que l'UEFA veut, en fait, il faut qu'on soit honnête, l'UEFA considère que parce que c'est le football le plus développé, ainsi de suite, les fonds alloués à l'Afrique devaient diminuer et proportionnellement à l'image et tout le reste. Et nous, ça ne nous arrange pas. Vous avez bien vu qu'il y a 54 pays, un pays égal à un pays. Donc, on voudrait, pour que notre football se développe, aujourd'hui, on a eu une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde en Afrique. On a eu des pays qui ont bien utilisé ce projet Goal. Il y a des pays comme le Mali aujourd'hui, il y a 11 stades dans le pays. Vous allez en Côte d'Ivoire, un peu partout, il y a des stades. S'il y a des pays qui ont accepté de faire des petits micmacs et des petits zigzags avec l'argent qu'on leur donne, c'est leur problème. Mais il y a encore des pays en Afrique qui ont bien profité du projet Goal pour mettre des infrastructures, pour les jeunes qui aiment pratiquer ce sport, pour les gens qui sont juste amateurs, vous savez, les corpos, vétérans, ici. Tout ça, c'est des gens qui font partie de la FIFA. C'est des gens qui aiment le football, c'est eux qui participent. Parce qu'on parle de nombre de licenciés. Quand vous avez un championnat vétéran, corpo, ainsi de suite, tout ça, ça fait partie du football. Il a dit quelque chose qui m'a touché, cette Blatter quelque part. Vous savez, c'est des gens qui ont de grosses cellules de communication. Les mots, ils savent les placer. Il dit, il quitte parce que, bon, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais le mot est très bien choisi. Il quitte parce que le monde du football, les clubs, les joueurs, tous ceux qui sont les supporters ne sont pas derrière lui. C'est une raison légitime et honorable. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui l'amène à quitter? That is the question. Alors, Achille Assako et Serge Bosson, il y a de nombreuses actualités autour de cela. Le cas de Chuck Blazer, cet Américain qui a été à l'origine de toute cette investigation. Où en est-on justement par rapport à Chuck Blazer? Quelles sont ses positions actuelles par rapport à cette investigation de la FIFA? C'est quelqu'un qui a négocié on va dire sa reddition, entre guillemets, pour ne pas être pris dans les NAS du FBI. Il a accepté de collaborer, il a livré les gens qu'il aurait dû livrer, il a fait écouter tous les hauts responsables qu'il aurait dû. Donc, c'est quelqu'un qui va très bien s'en sortir. La nouvelle procureure aux États-Unis de New York, par exemple, a tout de suite instruit qu'on attrape tout ce qui était aux États-Unis, tout ce qui était
Et le timing, que dites-vous à propos du timing? Parce que certains Non, pensent... le timing n'obéit pas à autre chose qu'aux élections de cette dame aux États-Unis. Parce qu'il faut bien le dire, cette affaire aurait dû éclater un peu avant. Loretta Lynch, voilà. procureure générale. Voilà, la procureure générale. Donc cette affaire aurait dû éclater un peu avant. Sauf que aux États-Unis, l'ancien procureur devait céder son fauteuil. Et il fallait une nouvelle personne à ce poste-là qui allait enclencher les hostilités. Et c'est sa première affaire, sa toute première affaire. Et sans doute, elle s'est servi aussi du rapport de Michael Garcia, qui était bien aussi sûr, procureur. bien sûr. Le lobby américain, Voilà. le fameux lobby américain. Il faut noter, et c'est là que j'appuie un peu ceux qui pensent que le gouvernement américain est très impliqué dans cette affaire. Il faut noter qu'avant que Loretta Lynch ne prenne cette décision-là, il y a eu ce qu'on appelle aux États-Unis une messe de minuit entre les républicains et les démocrates qui se sont rencontrés pour dire voilà, c'est le moment, il faut y aller. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, comprenne qui voudra. Alors, Serge Bosson, pour sortir de ce sujet, une analyse? Oui, je pense qu'en fait, je vais un peu dans la droite ligne de ce qui a été dit. Hein. Ici, ce qu'il faut reconnaître également, c'est qu'en réalité, les noms des personnes qui sont inculpées, c'est-à-dire les noms des personnes qui sont... Je ne pense pas que les autres membres du comité exécutif de la FIFA ne sont pas concernés. Les Américains, en fait, depuis le 11 septembre, ont voté une nouvelle loi qui fait qu'en fait, toute transaction financière qui passe par les États-Unis, le FBI a le droit de regard. C'est pour ça qu'en fait, les premières personnes qui sont prises et qui sont par le FBI, en fait, c'est parce que les transactions sont passées par les banques américaines. Je suis sûr qu'effectivement, tous les autres membres du comité exécutif, le président Ayatou et peut-être le président Platini, ont dû également, étant membres du comité exécutif, et lors de l'attribution des autres Coupes du Monde, ont dû également des choses à se reprocher là, par rapport aux enquêtes qui vont suivre. Et je pense également, il y a eu, au niveau également de la France, il y a le président le gouvernement a demandé à Noël Le Graët de modérer son discours. Parce qu'il y a encore ces 4 ans d'investigation du FBI, il y a encore forcément des nouvelles qui vont sortir. Alors, on va sortir, monsieur et dames, on va sortir. Oui, c'est un domaine. Les confédérations touchées, comme par hasard, c'est la CONCACAF, Confédération sud-américaine, et la CONMEBOL, nord-américaine. Et donc, les 9 personnes qui ont été poursuivies dans cette enquête sont les personnes, justement, qui se sont livrées des trafics et qui relèvent donc du continent américain en général. Donc, en vérité, il y a véritablement un conflit politico-sportif, pour dire la vérité. Parce que pendant longtemps, durant ce moment-là, quand il y avait des escroqueries, des tournements, les États-Unis ne s'en occupaient pas du tout. Aujourd'hui, il y a un contexte de géostratégie mondiale, géopolitique. Les États-Unis, donc, apparemment sont intéressés. Dans le fond de l'affaire, encore une fois, c'est une affaire politique. On comprend bien votre présence en tant que constant politique et les oui, analyses. Non, parce que le football a dépassé effectivement, on est bien d'accord. Monsieur Dama, vous laissez, n'est-ce pas, la possibilité vous-même de faire votre analyse par rapport à ce sujet. On va en sortir pour passer à ce que beaucoup d'entre vous attendent. C'est simplement le petit journal de Mirabeau Marabout. Avant cela, une petite transition. Bonjour, c'est Cyril Domoro, ex-international ivoirien. Suivez Samedi Sport, je suis Canal International. De ce petit journal qui, une fois de plus, va bien sûr nous édifier sur l'ensemble des sujets qu'il évoque. Alors Mirabeau, comment il va le Mirabeau? Très bien, bonsoir. Alors, quoi de neuf pour cette actualité ce soir? Bon, c'est l'actualité de la Ligue 1, rien à voir avec les problèmes de la FIFA. On a joué au foot cette semaine au Cameroun. On a terminé avec la phase aller de la Ligue 1. Les clubs, la plupart des clubs du championnat de première division sont en vacances, ils sont en repos depuis quelques jours et on va profiter pour dresser le bilan de la phase aller de la Ligue 1. La phase retour démarre le 14 juin prochain avec la première journée de la phase retour. On va dresser les tops et les flops. D'abord, le classement de la Ligue 1 avec Autant Sport de Garoua, leader, 33 points. Deuxième, Botafogo de Douala, un bleu qui est deuxième. New Star de Douala, troisième. Lyon Blessé de Fotoni, un autre bleu. Et quatrième, Dragon de Yaoundé, le troisième bleu. Et septième, les bleus se sont très bien comportés lors de cette première phase de championnat de Ligue 1. Et on va le voir à la seconde page avec le Canon sportif de Yaoundé, Ndjalakoun Sport Academy et le Tonnerre Kala Club qui sont dans la zone rouge. 2 clubs de la capitale dans la zone rouge, UMS de Loum aux portes.
Les surprises de cette phase allée de la Ligue 1, Young Sport Academy, Lyon blessé de Fotoni et Botafogo de Douala. Botafogo, deuxième au classement, a fait tomber l'ogre Coton-Sport de Garoua en lui infligeant sa première défaite de la saison. C'était mardi dernier, en match en retard de la 17e journée. Lyon blessé de Fotoni a dominé la Ligue 1 pendant 7 journées. Young Sport Academy reste avec ses belles habitudes de la saison dernière. Lyon Sport Academy est l'une des meilleures équipes à domicile. On va le voir après les surprises. On a les grosses déceptions de cette phase allée de la Ligue 1. 3 équipes qui sont les déceptions de cette phase allée. Bamboutos de Bouda, Unisport Djonkam et Cosmos de Bafia. Cosmos, le club de Bafia qui ne s'est pas encore remis de l'euphorie de la Ligue des Champions. Cosmos va mal. Unisport Djonkam qui est 13e au classement va aussi mal avec des résultats décevants. Bamboutos Football Club de Bouda, le club le plus supporté en Ligue 1, va également mal dans la première page du classement. Mais cette équipe déçoit de par ses résultats. Du côté de Bouda, ça ne gagne toujours pas. On quitte les déceptions. On va un peu plus loin avec ces clubs qui sont les crises de cette Ligue 1. Plus que des déceptions, ce sont les inquiétudes. On a le Touné Kara Club et l'autre équipe, le Canon Sportif de Yaoundé. Le club de Nkolndongo va très très mal. Juste un petit embelli et après le club a retrouvé ses vieux démons. Le Tonnerre Calra Club n'a même plus l'argent pour aller jouer du côté de Garoua. On le sait, la 16e journée, le club, les Calara Boys n'ont pas pu aller du côté de Garoua pour jouer contre Coton Sport de Garoua. Et justement, Coton Sport de Garoua, on parle des fidèles. Coton Indjalakwan Sport Academy, 2 fidèles de la Ligue 1. Coton toujours leader. Il a suffi que Coton soit éliminé du championnat de la compétition africaine pour reprendre les rênes du championnat camerounais. 2 fois champion en titre, Coton Sport est encore leader de la Ligue 1. Indjalakwan Sport Academy, fidèle à la lutte pour le maintien. Honneur au meilleur. Coton Sport de Garoua, c'est l'un des meilleurs buteurs de cette équipe qui va présenter le vestiaire de Coton Sport de Garoua ce soir. C'est Joseph Yankee, il vient du MS de Loum. Il a posé ses valises à Garoua cette saison. Il a déjà inscrit 6 buts en Ligue 1. Joseph Yankee, dans un document exclusif, nous ouvre le vestiaire des champions de la phase allée de Ligue 1. Document. Salut, moi je suis Yankee Joseph, attaquant Coton Sport de Garoua. Je vous présente le champion du Cameroun de phase allée, Ligue 1. Notre pasteur d'équipe, c'est notre capitaine King Epondo. C'est un ancien joueur et quelqu'un qui a trop d'expérience, qui nous donne beaucoup de conseils, même avant le match, après le match, en dehors du match. Et c'est lui qui nous prend en prière tout le temps. Il nous dit, on ne peut pas faire le football sans Dieu. En Coton Sport, on a beaucoup de joueurs fashion, comme Mangamba, vous le connaissez, il est trop fashion. Et il aime les trucs Bobaraba, les pantalons de l'air, les trucs qu'on voit souvent avec les stars. Le gars intello, c'est King Epondo. C'est lui qui nous explique parfois en dehors du football ce qui se passe dans la vie. Je peux dire que ce n'est pas moi seul qui gagne, mais tous les jeunes qui sont à Coton Sport. Le plus timide pour moi, c'est Souleymano, parce qu'il ne parlait pas beaucoup, il est toujours calme dans son côté. Le gars qui met des choses, c'est Willy Ndongo, qui nous fait rire tout le temps. Il a les trucs qui sont parfois, je ne sais pas, comme les films. Nous sommes là toujours à côté de lui parce qu'il nous fait rire beaucoup. Je vous remercie d'avoir écouté le champion de Cameroun face à les Coton Sport de Garoua.
Joseph Yankee a retrouvé sa famille du côté de Limbé hier pour quelques jours de vacances parce que mardi prochain, Coton Sport reprend avec les séances d'entraînement. Le prochain match, la phase retour démarre le 14 juin. Je vous les ai. Alors, on rappelle, hein, monsieur, dame, que effectivement Joseph Yankee, sans doute au coup du hasard, fait partie effectivement du Man of the Day, tout comme Clinton Ndje et Stéphane Mbia. Alors, on va en profiter pour, n'est-ce pas, passer à une légère transition. Alors, on va repasser à un sujet qui va plaire sans doute à certains et qui va déplaire à d'autres. C'est tout simplement autour des joueurs convoqués pour la rencontre de ce week-end du Cameroun, notamment la liste que vous allez voir en image, dans laquelle on a décidé de pouvoir vous offrir, n'est-ce pas, les statistiques ou tout au moins le bilan de chacun de ces joueurs qui ont été convoqués. On va faire le bilan de la saison de ces joueurs convoqués pour la sélection nationale. Alors on va évoluer avec les défenseurs en image que vous allez voir, du moins les gardiens en image que vous allez voir sur les stats, pour essayer de voir les stats de chacun de ces joueurs. On commence par Diasembe qui a 29 ans, qui évolue à Nancy et qui a 8 matchs joués et 7 buts encaissés concernant Diasembe. Ensuite, on évolue avec Joseph Ondoa qui a 19 ans. Il joue au Barça B. 0 match joué cette saison. Et on évolue avec Abogo Pierre du Canon de Yaoundé. Très peu de matchs joués. On en a environ 6 matchs pour cette saison. Et rappelons qu'effectivement, le championnat au Cameroun est à mi-saison qui peut aussi justifier. Alors, on va rester avec le cas de ces gardiens. On va rester avec ces gardiens. Je demande à la technique de rester sur le cas des gardiens, tout simplement parce qu'on va essayer d'avoir l'analyse de vous, les consultants sur ce plateau, pour comprendre. On sait que tous ces gardiens sont tous très talentueux, notamment Ondoa. Mais comment justifiez-vous qu'un jeune comme Ondoa puisse être titulaire dans une saison comme celle du Cameroun, alors que dans son club, il est le... Allez, quand je dis 4e, je suis gentil, parce qu'en réalité, il est le 5e gardien du FC Barcelone. Toutes ces saisons, il n'a pas joué un seul match. Je ne compte pas les matchs de coupe, je vous parle du championnat. Abou Daga, vous qui êtes dans le milieu du foot, franchement, trouvez-nous les mots justes pour nous expliquer cela. Non, c'est très simple, c'est-à-dire qu'un talent a été reconnu. Vous savez, on a toujours cette mauvaise habitude, quand on parle du football local, de prendre référence sur le football européen ou les meilleurs. Et certains trouvent ça mauvais, mais moi je pense que quand on veut réussir, on prend comme exemple ceux qui sont les meilleurs dans le domaine dans lequel on est. Je vous prends un petit exemple. Theo Walcott était allé à la Coupe du Monde à 16 ans, il n'avait jamais joué une seconde avec Arsenal. Il venait de signer à... Mais par contre, précisez aussi que Theo Walcott n'a jamais joué avec la sélection anglaise à cette Coupe du Monde. À cette Coupe du Monde, il n'avait jamais été sélectionné avant. Mais il était sur le banc de touche, il était dans le groupe. C'est le côté talent. Mais ce n'est pas le Ondoa qui ne joue pas au club. Ondoa aujourd'hui est entré en sélection à un moment donné. Quand il est entré en sélection, le sélectionneur se base sur ses performances en club, mais aussi sur ce qu'il lui a donné sur le terrain. Mais quelle performance plus qu'il n'y en a pas? Non, il a des performances avec la sélection nationale. C'est-à-dire que chaque en moins de 18 ans, en moins de 18 ans. Non, la sélection A du Cameroun. Non, je parle du Barça. Il est à moins de 18 ans. Non, avec le Barça, qu'est-ce qui se passe? Ce garçon a été le gardien de l'équipe B. Il a été le gardien de l'équipe B du Barça. Oui. C'est un talent qui est reconnu. Quand on a eu à faire appel à lui avec la sélection nationale du Cameroun, il a fait le travail. Et l'entraîneur, dans un souci de continuité, de faire grandir, et on sait très bien qu'il n'est pas, parce qu'il n'est pas Edian Tonon Gaillard, il sera en train de jouer. C'est aussi un fait, il faut le reconnaître. Il y a des joueurs qui peuvent être remplaçants dans certains clubs et qui arrivent en sélection, on leur fait comme parce qu'on sait que, étant ailleurs, il pourrait. Et ce poste de gardien de but est un peu différent des autres postes, dans le sens où le côté rythme, ainsi de suite, n'est pas aussi important qu'un milieu de terrain ou ainsi de suite. Donc ses performances en sélection pour l'instant sont bonnes. Donc chaque fois on va lui faire confiance jusqu'au jour où on se rendra compte que le fait qu'il ne joue pas affecte ses performances en sélection. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais dès que ce sera le cas, je pense qu'on va donner la chance à quelqu'un. D'accord, je vous le concède. On va tout en rappelant qu'effectivement, en vous donnant raison, c'est vrai qu'on doit beaucoup de talent, on est tous d'accord, on est unanime là-dessus sur ce plateau. On rappelle aussi un cas Arteta qui était remplaçant au Barça, qui joue au Barça B et qui est arrivé quelques mois plus tard avec Luis Fernandez au PSG qui était titulaire. Le cas d'un
joueur de champ. Miroslav Klose qui fait une saison toute pourrie où il n'est même pas titulaire pendant 2 matchs. Il est meilleur buteur de la Coupe du Monde et il est titulaire de l'équipe d'Allemagne. Très bien, on évolue justement avec les défenseurs, avec la technique bien sûr, qui vont nous afficher les stats de certains, du moins l'ensemble des défenseurs. On va demander d'agrandir avec Aurélien Chedjou qui effectivement, on va le demander de justement le synthé, effectivement, parce que ça nous empêche de voir. Nicolas Nkoulou, 25 ans, 24 matchs joués. Yaya Banana, 23 ans, de là où Platania Sangues, 26 matchs joués. Guillota Jom, 20 ans, Valenciennes, 18 matchs joués. Olin Chedjou, 29 ans, et je crois, oui, 24 matchs joués et 4 buts. Bon, au niveau de ces défenseurs, les stats sont quand même assez raisonnables. On va évoluer toujours avec ces défenseurs. Bien sûr, avec la technique. Henri Bodimo, 30 ans, 27 matchs joués. Wedni Dani, 18 ans du New Sport de Bafouin local, 15 matchs joués cette saison. Kombi Mondjan, 23 ans, Union Douala, 13 matchs joués. Il n'a pas débuté la saison parce qu'il avait un problème de licence. Oyongo Bitolo, 23 ans, Impact de Montréal, 2 matchs joués simplement. On a déjà évoqué la situation de Oyongo Bitolo. On va évoluer avec la technique, bien sûr, par rapport à cela, au milieu de terrain qui vont se présenter, bien sûr. On a Zoggi de Cosmos de Bafia, 15 matchs joués cette saison. On a Didani, 19 ans de Sporting Réunion, 21 matchs joués, un seul but. Raoul Loré, 26 ans de Sassouna en 2e division, 32 matchs joués. Comme Franck de l'Étoile sportive du Sahel, autant pour moi, 23 ans, 22 matchs joués et 2 buts. On évolue toujours avant de faire l'analyse de tout cela. Avec les milieux de terrain toujours, Stéphane Mbier qui fait partie du Man of the Day, 29 ans à Séville, 23 matchs joués, 4 buts. On a Clinton Ndji, 21 ans OL, 30 matchs joués, 7 buts, c'est conséquent. On a ce cas. Alors là, on va s'attarder parce que là, ça va le faire. Eboa Félix, 18 ans, au PSGB, en U19, c'est-à-dire en moins de 19 ans, aucun match joué. On a Inoyon, 29 ans, en standard de l'aide, 17 matchs joués. Bon, ok, c'est raisonnable par rapport à l'ensemble de la saison, mais le cas Eboa. Là, vous avez trouvé Superfuge là pour répondre. Je pense que je vais vous non, on va passer à la J'ai vraiment envie de vous aider. Non, mais ça va aller. J'ai vraiment envie de vous aider sur le cas de ce jeune homme. Ça va aller, d'accord. Puisque vous y êtes, Eboa, on a essayé d'avoir le responsable de la communication du PSG pour qu'il nous communique exactement de quoi il s'agissait. Malheureusement, il est en vacances, il n'a pas voulu communiquer là-dessus. Eboa Félix ne joue pas avec la réserve. En moins de 19 ans, il ne joue pas. Il joue quelques matchs de Ligue des Champions en catégorie moins de 19 ans. D'ailleurs, il a affronté le Barça B cette saison, le Barça, la réserve du Barça cette saison, avec les Nguéné, Kaptoum et compagnie, et Onana d'ailleurs. Mais on observe que les Kaptoum qui sont, les Nguéné qui sont du côté de Barcelone, des véritables leaders de ce groupe, des grands patrons, on va dire ça comme ça, tandis qu'eux, ils sont appelés en réserve, du moins en espoir. Eboa qui n'a aucune stat, lui en appelé l'équipe nationale. Alors, vous qui expliquez tout, quels sont les mots que vous allez donner à cela? Je ne saurais dire que j'explique tout, je ne suis pas encore arrivé jusqu'à ce niveau. Mais je pense que du point de vue du... Mais je vais poser une chose qui est très importante, parce que là, c'est très important. Au sein du même club, le PSG, la catégorie dans laquelle évolue Eboa, il y a un autre joueur, Mbambok, qui a 20 ans, franco-camerounais, qui est titulaire, 25 matchs de toute la saison. Alors, je ne comprends pas comment ça se fait. On laisse un Camerounais, si on a besoin des Camerounais qui sont au PSG, peut-être un moment dans la vie, on s'est dit qu'on veut des Camerounais qui sont au PSG, on laisse les titulaires au poste, on va prendre des remplaçants, je ne comprends pas. Vous êtes un peu dans la caricature. Non, je pose la question. C'est une question. Je prends vraiment ma casquette d'entraîneur de football. Oui. Je prends ma casquette d'entraîneur de football. Vous savez, les choix sont toujours subjectifs. Si on nous met tous les 5 là, on nous donne l'équipe du Cameroun, celle-là, on vous dit de faire le 11 entrant, on ne fera pas le même 11 entrant. Oui, vous savez, à un moment, un entraîneur, j'assume que ce joueur est un joueur qu'ils ont suivi, qu'ils ont vu jouer. Je suis d'accord aussi. Ils ont détecté le talent et qu'ils pensent que par rapport au profil de joueur qu'il a, par rapport aux disponibilités de poste. Quand je parle de profil de joueur, c'est de ça que je parle. Il peut avoir un poste, par exemple, où il nous manque un certain type de joueur. Mais à quoi c'est le talent si on n'est pas compétitif? C'est ça la question. Non, mais c'est à ça qu'on vient. On parle d'un jeune joueur. Quand vous dites on n'est pas compétitif, on parle d'un jeune joueur qui est encore en formation. Il y a aussi un autre côté qu'il faut prendre en compte. Vous savez, Georges Ntep là vient de l'appeler en sélection française. Si on l'avait pris quand il avait 18 ans avec 0 match, ce serait un garçon qui serait en train de jouer aujourd'hui pour le Cameroun. Donc, il y a aussi cette stratégie qu'il faut... Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes joueurs que nous perdons parce qu'on ne les détecte pas assez tôt. Donc, moi, je pense que si nous avons l'occasion que le sélectionneur met ses gamins sur le terrain pendant les matchs amicaux, attendons voir ce qu'ils ont sur le terrain avant de juger la raison. C'est ça que je vais passer des matchs de 0 match. Moi, je pense que quant à la sélection de joueurs, il faut vraiment prendre ça avec beaucoup de pincettes. Tant que le joueur n'a pas été sur le terrain et qu'on voit qu'il n'a pas sa place dans cette équipe,
il y a des choix de profil. Il y a un profil de joueur qui nous manque depuis un certain moment. Vous avez cité tout à l'heure, je suis obligé de faire un peu ma petite publicité. Vous avez parlé d'Anindi qui est formé à Dagayon, mon club. Oui, bien sûr. Qui est un meneur de jeu. Ça fait combien de temps que le Cameroun n'a pas un meneur de jeu sur lequel on peut se reposer? On a parlé de nombre de matchs joués. Il y a des garçons là qui jouent en D2. Il y en a d'autres dans... Et justement, Dani joue au Sporting en D2, l'équipe qui essaie de monter. Mais il y a des joueurs qui jouent moins de matchs, qui sont dans des équipes de première division, où des groupes sont un peu plus compétitifs, où c'est un peu plus difficile d'avoir la place. Donc tout ça, il faut étudier au cas par cas comme vous le faites actuellement. Et attendons de voir ce Eboa. Moi, personnellement, je ne le connais pas. J'ai juste pris des renseignements. Les informations, il était extrêmement talentueux. Les informations, de le voir sur le terrain. je reconnais, puisque cette semaine à Paris, on y était. Tous ceux qui connaissent Eboa nous ont confirmé que le joueur est vraiment talentueux. C'est toute l'info que j'ai Mais eue aussi. néanmoins, malgré le talent, parce qu'on suppose que tous qui sont en session ont du talent, mais on va sur l'analyse des stats, on va pas sur l'analyse, on analyse des stats. On ne saurait s'en tenir qu'à ça. Voilà. Alors, c'est un qui veut en placer une. Je ne partage pas tout à fait l'opinion d'Aboudaga, parce qu'en vérité, réalité, je pense que le football... non, mais on est là pour débattre, pour analyser. Je pense que le football a ses lois, a ses automatismes. En matière de football, comme en d'autres matières de sport d'ailleurs, il ne faut pas faire de choix subjectifs. Les choix doivent être objectifs. C'est les meilleurs qui doivent être sollicités. Parce qu'en vérité, on sait que tout à l'heure on parlait de FIFA Gate, de FIFA Nostra. Je pense qu'il y a une fake Nostra. Parce qu'en vérité, je pense qu'il y a une mafia. Il y a même dans cette équipe nationale des joueurs qui n'ont pas de club, mais qui sont quand même sollicités pour jouer en équipe nationale. Ça vient d'où? Donc ça veut dire en vérité qu'avec un entraîneur complètement nullissime, il faut dire la vérité, Volkovsky est totalement nullissime. Évidemment, non, c'était pas le sujet. Tout le monde le voit. C'était pas le sujet. Mais c'est pour dire que dans cette équipe, à laquelle je n'y crois plus, parce que l'entraîneur qui a été reconduit de façon mystérieuse n'a pas sa place, et forcément, il continue à entretenir un certain nombre de choses, ce qui n'est pas normal. Il n'est pas normal qu'on sélectionne un joueur avec 0 match. Ça n'existe dans aucun pays du monde. On ne prend des joueurs en équipe nationale que s'ils ont au moins un minimum de matchs. C'est pas possible, quel que soit leur talent. C'est sincèrement merci pour votre intervention. Moi, on rappelle que le cas Fike n'était pas le sujet. Et non, j'ai fait une bifurcation. Et une autre bifurcation que vous avez faite par rapport aux joueurs qui n'ont pas de club, parmi ces 27, tous ont des clubs. On va évoluer avec... Non, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas de club, j'ai demandé qu'ils n'ont pas de match. Non, parce que ce n'est pas normal qu'on sélectionne des joueurs qui n'ont pas de spectateurs match. innocents peuvent penser que parmi eux, il y a des gens qui n'ont pas de club. Non, on a indiqué leur club. Effectivement, on va évoluer avec la technique, toujours avec l'analyse des attaquants qu'on va diffuser à l'antenne. Alors, on a Karl Toko Ekambi du FC Sochaux, qui est un jeune joueur, je crois qu'il a 20 ans, Karl Toko Ekambi. Il a 24 matchs joués, 14 buts inscrits. Franck Itundi, le frère de Stéphane Mbia, que certains contestent beaucoup, on sait pourquoi. D'ailleurs, 26 ans, FC Zurich, 24 matchs joués, 9 buts. D'ailleurs, il se pose la question, comme on voit l'image. Ensuite, Abouaka Vincent, 23 ans, c'est Porto, 14 matchs joués, 4 buts. Et Jacques Zoua, 23 ans au KCL Sport, 18 matchs joués et 8 buts. On va évoluer, bien sûr, toujours avec nos attaquants pour essayer de voir ce que la suite que va nous offrir la technique par rapport à cela. On va essayer d'abord de voir justement Mengolo Justin qui est au FC Cluj, en Universitario Club en Roumanie, qui est un jeune joueur qui a déjà 5 buts inscrits. Choupo-Moting, on ne représente plus, 26 ans, Charles 04, 31 matchs, 9 buts. Benjamin Mukanjo, 26 ans, Stade de Reims, 31 matchs, 8 buts. Et Léonard Pouique, 29 ans, Rizesport, 27 matchs et 12 buts. Alors quand on voit cette panoplie de joueurs qui se portent aussi bien, on ne peut qu'être content. Alors on va essayer de voir aussi ce qui va se passer à la suite. Le 11 entrant habituel de Lyon. Avec la technique, bien sûr, on observe que le 11 entrant habituel, entre guillemets, c'est standard qu'on aligne en doigt, Oyongo à droite, Nkulu, Chedjou, Bedimo, Mukanjo, Bia, Loé, Choupo, Eno et Aboubaka Vincent. Alors, on essaie aussi de vous mettre en place le 11 entrant qu'on aurait considéré comme étant l'ensemble des joueurs qui sont en Europe et qui ont le plus de matchs, c'est-à-dire qui ont les meilleurs stats. On ne prend pas en compte le fait qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. On est d'accord. Juste les meilleurs stats. C'est-à-dire que là, on va revoir sur le 11 que Kameni trouve sa place au goal. Alam Nyom trouve sa place à droite. Koulou trouve sa place à l'arche. Chedjou et Bedimo. Clinton Ndje est à gauche. Stéphane Mbia est à son poste. Alessandro Son est à son poste. Choupo se place à ce poste. Karl Toko Ekambi, le jeune socialien, se place à ce poste. Et Léonard Kweke se place à droite. Enfin, à pointe de l'attaque, autant pour moi. On évolue une fois de plus avec la technique, bien sûr, avec le classement des meilleurs buteurs de Camerounais qui évoluent en Europe. On observe que le premier, du moins le meilleur buteur camerounais en Europe, c'est Karl Toko Ekambi avec 14 buts, le jeune socialien qu'on a appelé pour la première fois, qui faisait partie du Men of the Day il y a 2 éditions. Je crois que vous étiez là à Boudaga. Ensuite, Léonard Kweke de Rizespor en Turquie avec 12 buts. Choupo-Moting du Schalke 04 avec 9 buts. Et Tondi Franck du FC Zurich que vous n'aimez pas, certains Camerounais n'aiment pas, alors que les stats parlent pour lui tout de même, 9 buts. Jacques Zoua de KCL Sport, 8 buts. Benjamin Mukanjo, 8 buts. Et Clinton Ndje, 7 buts.
Alors, 9 buts en combien de matchs pour Tondi je crois 24, 25 matchs. Une vingtaine. Oui, c'est même très raisonnable, c'est très positif. Je vous épargne les buts inscrits en Coupe de l'UEFA qui sont assez conséquents cette saison. On n'est pas sur le cas Tondi, on est dans un cas général. Pour faire avec monsieur l'expert de l'équipe nationale qui s'en va mettre des réponses, Abou Dagar qui veut dire un mot encore. Non, je veux dire que, honnêtement, il a parlé d'objectivité. Dans le football, si vous avez à la tête du Barça aujourd'hui Luis Enrique qui joue d'une certaine manière, vous mettez un autre entraîneur, il jouera d'une manière différente. En termes de buteur, pour moi, je le dis, je le redis, un but en championnat de Suisse, un but en championnat de Roumanie et un but au Portugal ou en Angleterre ou en Espagne, ce n'est pas le même niveau. Tous les spécialistes du football vous diront, nous qui avons travaillé dans ce milieu d'agents de joueurs, vous savez, les joueurs sont classifiés pas selon le nombre de buts, mais les buts dans certains championnats ont plus de valeur que d'autres. Il y a un système qui est appelé, comment ça s'appelle, Football Scout, que tous les clubs, tous les recruteurs de tous les clubs européens et les clubs sud-américains, les grands clubs du monde utilisent. On affecte des coefficients. C'est des coefficients, ce n'est pas le nombre de buts. Donc ce classement, si vous allez dans Football Base, qui est une base sur laquelle c'est une base de données qu'on utilise, par exemple, pour fixer, par exemple, la valeur du joueur, combien il coûterait, ainsi de suite. Vous verrez que le classement serait totalement différent. Le joueur de Sochaux, il joue en Ligue 2 en France. Il joue en Ligue 2 en France. Entre marquer des buts contre des défenseurs de Ligue 2 et contre des Thiago Silva, il y a quand même une petite différence. Ça ne retire rien. Je vous dirais, je vous dirais que quand Clinton Jane arrive, il joue avec la réserve. Non, mais ça c'est normal. Mais ça n'empêche qu'il marque 4 buts en équipe nationale avec la sélection. Non, Clinton Jane joue ses premiers matchs avec l'équipe première de Lyon il y a cela 2 saisons. Oui, mais les premiers matchs. Mais en réalité, il passe son temps avec la réserve. Cette saison, il a combien de matchs? Il a 30 matchs, 7 buts marqués. Voilà, quand Clinton Jay arrive en sélection, il avait déjà commencé à jouer en équipe première. Juste pour vous dire. Et dans les 30 matchs évoqués, il a 15 matchs titulaires et 15 dans lesquels il entre en donc, jeu, je vous redonne, vraiment pour rester sur mon avis, je vous redonne mon avis à moi, sans être expert de quoi que ce soit. Mon avis d'homme de football. On a découvert votre expertise. Non, mon avis d'homme de football est que il faut prendre selon le contexte. Un but marqué à l'Étoile du Sahel, c'est pas pareil qu'un but marqué face au PSG. Bien sûr, c'est totalement. C'est-à-dire que dans un championnat de Ligue 2, ce joueur peut avoir marqué 28 buts. Il arrive en Ligue 1 qui est le niveau supérieur, c'est naturel, et il n'arrive pas à faire la même chose. Maintenant, l'entraîneur ayant décelé un garçon qui a marqué autant de buts, lui donne son opportunité. Maintenant, c'est lui, sur le terrain des Lions, qui dira ce qu'il peut faire. Par exemple, le classement que vous avez fait, je vois en latéral droit. Je n'ai pas inventé, c'est ce qu'on... Non, je parle du classement, le 11 en France probable sur la base des matchs, ainsi de suite. Voilà. Je pense que Aimé Jacquet avait dit, le meilleur 11 n'est pas forcément... les 11 meilleurs joueurs à leur poste. Parce qu'il s'agit de faire une équipe. Il ne s'agit pas de prendre 11 meilleurs à leur poste et les mettre ensemble. Le football a besoin de complémentarité. Donc, pour faire un groupe, pour faire un 11, c'est cette complémentarité qu'on recherche. Il y a beaucoup de joueurs là qui ont été cités, mais qui ont souvent été là, qui ont eu des difficultés à s'exprimer malgré les matchs qu'ils ont fait. D'accord, très bien. Oui, moi je perçois tout de même une contradiction dans les propos. Parce que pour le gardien, on dit qu'il est bon, même s'il n'a pas joué de match, il n'y a pas de souci, il est bon, il est talentueux, on accepte. Pour les autres, maintenant, c'est-à-dire on leur fait le procès de jouer dans des clubs, bien qu'ils soient titulaires, dans des clubs de seconde zone. En Europe, oui, effectivement, je veux dire que ça peut être bien dans un cas et mal dans l'autre. Le football, c'est le sport, je vais dire, c'est en le pratiquant, surtout pour des jeunes joueurs. C'est en le pratiquant qu'on s'aguerrit et qu'on devient meilleur. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre qu'on a des jeunes joueurs. Et moi, je m'inquiète énormément pour notre gardien. Parce qu'en réalité, il a déjà 19 ans. Je crois que d'ici l'année prochaine, il faudra qu'il signe un contrat probablement pro ou non. Parce qu'après, ça va causer des problèmes. Parce que quand on voit quand même les gardiens du Barça en équipe A, il y a des inquiétudes à se faire. Il est talentueux, mais il faut qu'il joue. Donc, moi, je suis véritablement pour le fait que je rejoins un peu Célestin dans la mesure où on ne comprend pas. Je veux dire qu'il y a des joueurs qui, dans leur club, font des matchs parce qu'on n'est pas encore dans l'hypothèse de dire qu'on veut former une équipe nationale pour le Cameroun. À moins que j'ai raté un train. Je pense qu'on est en train de bâtir une équipe où on prend des jeunes joueurs, on les teste. Quand on prend un joueur, moi j'ai rien contre le gars du PSG, je ne le connais même pas. Quand j'ai vu la liste,
Je me suis également renseigné, on m'a dit que c'est quelqu'un qui est bien. Mais effectivement, s'il est tellement bien, pourquoi son coach ne le fait pas jouer? Et qu'il y a d'autres Camerounais qui jouent et qu'on n'appelle pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que donc, nous avons moi, je me essayé pose énormément de questions là-dessus. Et je pense qu'on le sait, hein, le FIFA Gate, le Footgate, on n'est pas très loin de... Le cas est bois, c'est d'ailleurs pour cela qu'on a essayé de joindre l'encadrement du PSG pour qu'on nous explique un peu plus concernant Ebois. On va laisser les téléspectateurs, n'est-ce pas, se faire leur opinion par rapport à ce sujet. Cependant, on vous invite, messieurs, dames, à suivre le Zabnet de la semaine au montage. Richard Nard. Elle est bonne. Voilà un joli point qui s'annonce. Il y est peut-être. Oui, il y est. Et tout ça, c'est très bon. C'est très bon, c'est très chouette. C'est technique, amusant, sympa. Brahim Aston apprécie. Dani Alves con Messi. La pisa y se la muestra Valenciaga. Arranca Messi, ya dejó por el camino a Valenciaga, lo va a cortar Laporte, lo dejó. ¡Ay, mi Dios! Por Dios, el resto, ¿para qué lo cuento? ¿Para qué lo digo? Si usted lo ve todo, esto es impresionante. ¡Por Dios! ¡Gol! ¿Es verdad, Pereira fue gol? No lo puedo creer. ¿Cómo pudo haber hecho esto? Por Dios, señoras y señores, qué jugada nos sigue sorprendiendo. ¿Cómo voy a gritarlo y a cantarlo? Es una falta de respeto a esta obra. Hay que ponerla en el Museo del Prado. Esto no tiene parangón, Pereira. Alguien, si quiere, que lo grite. Yo me resisto. Le hago la veña. Le digo gracias. Gracias, Messi, pour existir. Parce que Blatter est costaud, d'abord, c'est un homme intelligent. Le football est un phénomène mondial invraisemblable. Aujourd'hui, il y a un continent, un demi-continent qui est touché par cette affaire. Il faut attendre le développement. Mais l'Europe de l'Ouest est sévère. Je l'ai dit depuis longtemps, ce n'est pas depuis hier. On a une vision, on oublie l'Afrique. Moi, pourquoi je suis hésitant? Parce que je travaille beaucoup avec l'Afrique en football. Je pense que je serais peut-être élu plus facilement à la CAF qu'à la fédération, qu'à l'UEFA. Yassine Brahimi, du FC Porto, joueur international pour l'équipe d'Algérie, sur le Samedi Sport, sur Canal 2 International. Effectivement, c'est repartir pour les aventures folles de Samedi Sport sur les antennes de Canal 2 International. Alors, on va évoquer le troisième sujet de cette édition autour de cette soirée de gala qui se déroulera du côté d'Abidjan, la nuit du football africain. Alors, avec vous, Célestin Djamène, cette fameuse nuit, ce fameux concept, comment vous voyez cela, cette nuit du football africain? Bon, je n'ai rien contre les soirées de gala, parce que j'estime que tous les pays le font. Je crois que l'Afrique peut aussi se hisser au niveau de France Football, de la soirée FIFA, etc. Mais je ne suis pas, moi, trop pour les galas, parce qu'en vérité, je suis pour l'évolution du football. Je pense que l'Afrique a d'autres priorités quand même. Bon, mais évidemment, réunir la crème du football africain, voire même mondial. Pour la récompenser. Pour la récompense, ça peut aussi être un message lancé aux plus jeunes générations aussi. Mais peut-être aussi parce que l'Afrique manque de ce genre de concept. Parce qu'en Europe, il y a tout cela, en Amérique, il y a cela, mais en Afrique, il manque cela. C'est pour ça que je dis que si ça va à dessein, si c'est fait à dessein, c'est très bien. Parce qu'en vérité, il faut aussi, pas rivaliser, mais essayer de prendre du bon sur ce qui se fait ailleurs. Et faire en sorte que les meilleurs talents puissent être mondialement vus et récompensés. Que pensez-vous de la présence des gloires actuelles et des anciennes gloires? C'est une bonne chose parce que ça indique que le parcours peut être aussi un exemple pour les jeunes. Donc si maintenant on peut essayer de récompenser de façon en mondiovision, ou en tout cas au niveau du continent africain, ces joueurs-là, bon, c'est aussi une source d'inspiration pour les jeunes. Mais il ne faut pas qu'on se limite précisément, n'est-ce pas, à ces soirées de gala pour le gala. Parce que je sais que par exemple, que quand Jérôme Champagne avait lancé l'opération Gagner pour l'Afrique, c'était aussi pour essayer de promouvoir le football dans les plus petites nations de football, le Cap-Vert, le Belize, Sierra Leone, etc. Aujourd'hui, quand je vois le niveau du football africain, on a beau reprocher ce qu'on va à Blatter, mais sous son règne quand même, il a quand même essayé de diversifier, de populariser sur tous les continents le football. Et je pense que c'est vers ça que l'Afrique doit tendre. Ce n'est pas simplement se réduire, n'est-ce pas, aux soirées de gala, même si, dans le fond, ce n'est pas si mauvais que ça, si ça a justement pour but, effectivement, de montrer aux jeunes qu'on peut être persévérant et arriver à quelque chose. Alors Serge Boussam et également Achille Assako, on se souvient que
des grands médias, entre guillemets, comme l'équipe ou France Football, soient un peu nés, peut-être pas avec des soirées de gala, mais un peu de la sorte, c'est-à-dire qu'on débute avec un petit concept, après ça prend du volume, après ça devient une référence. Mais ça nous changera peut-être des fiascos qu'on a observés dans l'attribution du Ballon d'Or avec des joueurs qui perdent le Ballon d'Or parce qu'ils ne seront pas présents à la remise. S'il faut que ça se passe par des galas et que ce soit pas... Est-ce qu'à long terme, selon vous, ça peut être, vous savez, un peu comme avec France Football et la FIFA, qui ont fusionné pour le Ballon d'Or, est-ce qu'à long terme, on peut arriver à cela, c'est-à-dire que cette nuit, cette soirée, cette nuit du football africain, à long terme, fusionne avec l'attribution du titre de meilleur joueur africain avec la CAF? Ce serait une très bonne idée. Ce serait une très bonne idée. C'est justement là où je voulais en venir en disant que ça nous changera des soirées catastrophiques où on donne le Ballon d'Or à quelqu'un qui n'est pas là, avec un agenda parfois totalement décalé. Si eux, ils ont la capacité, ces organisateurs-là, s'ils ont la capacité de mobiliser autant de personnes, ben, ça ne peut être que tout bénéf. On doit rappeler qu'il y a quand même le soutien de l'État ivoirien par rapport à cela depuis la première édition. Donc c'est vrai que dans certaines nations, les citoyens ne bénéficient pas tout le temps du soutien de l'État. Mais en Côte d'Ivoire, puisque c'est le cas, qu'est-ce que vous en pensez, Aboudaga? Non, je pense que la Côte d'Ivoire a cette chance-là actuellement d'avoir le vent en poupe. Vous savez, quand vous venez de remporter une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, tout le monde est un peu, comme on dit en anglais, on est high, tous les projets qui viennent, voilà, les signatures sont un peu plus faciles parce qu'on est dans l'euphorie de la victoire. C'est bien qu'ils accompagnent ce projet. Je pense que tout va dépendre de la crédibilité des organisateurs. Tout va dépendre de la crédibilité des organisateurs. On rappelle que le promoteur, c'est Yves Sawadogo, qui quand même, au bout de 3 années, on peut pas lui contester une certaine crédibilité, puisqu'il est sans doute entouré d'un certain nombre de personnes qui lui assurent une garantie. Pour aller plus loin, il va falloir être assez crédible pour donner envie, par exemple, à la CAF de s'associer à cette organisation. Je vous rappelle que le président Issa Hayatou était présent lors de la 2e édition. Donc c'est quelque chose d'assez bien, mais... On annonce des Desailly, pour cette déco, etc. Non, je pense que c'est son carnet d'adresse il fait parler son carnet d'adresse, mais quand vous avez l'État derrière vous, ça vous donne aussi... Vous avez un grand parapluie, comme on dit. Hervé Renard qui était aussi présent. Voilà, on parle du grand parapluie. Ce parapluie peut les aider à avoir cette crédibilité. Mais vous savez, le football africain fonctionne un peu différemment du côté FIFA. Pour que la CAF, je crois que ça va prendre un peu de temps quand même. Alors, Serge Bossom, par rapport à cela, est-ce que justement cette Afrique qui se réunit comme cela, je veux dire, pour ce concept exceptionnel, sans aucun doute, est-ce que ce n'est pas une initiative qui se doit d'être louable à long terme? Non, je pense que c'est très bénéfique même en fait pour le football africain. Je pense qu'effectivement, ce football a besoin d'une vitrine ici qui présente ce qui se fait de bien. On a de très belles choses qui se font sur le continent en ce qui concerne le football. Et très bonne idée d'organiser un concept comme celui-là, la nuit de football africain, parce qu'en fait, on récompense les meilleurs. Et effectivement, les anciennes gloires, je vois des très belles images qui passent en fait en continu là, effectivement. C'est quelque chose qui est... On voit Pape Diouf, Rigobert Song, Joseph Antondel y était. Vous imaginez bien que ces personnalités ne vont pas comme ça... à tout va, au hasard, sans se garantir d'un certain nombre de choses. Effectivement, on parlait ici, pourquoi pas arrimer en fait au calendrier de la CAF. Et mon seul souci, c'est effectivement au niveau du timing, parce que il n'est pas du tout arrimé au calendrier des championnats en fait qui se font en Afrique, parce que là, c'est fini en Europe, effectivement, c'est le temps des récompenses, effectivement, des soirées. Mais en Afrique, on est soit en début de championnat, soit en milieu de championnat. Donc, je vois mal, en fait, pour moi, en fait, ça pourrait... Une caricature, ça peut être la nuit du footballeur africain de la diaspora. Donc, je pense qu'ici, il faudrait qu'on pense un peu plus effectivement au football local pour voir un peu comment est-ce qu'on peut effectivement aussi, pourquoi ne pas essayer de récompenser ce football local. En tout cas, le responsable le promoteur de cet événement, Yves Sawadogo, nous a accordé un entretien qu'on vous prie de bien vous la suivre. Yves Sawadogo, le promoteur de la nuit du football africain. Bonsoir, bienvenue sur le plateau Samedi Sport sur Canal 2 International. Oui, bonsoir. Alors Yves, comment a été la conférence de presse hier exactement? Écoutez, une très belle conférence de presse avec la présence de toute la presse nationale ivoirienne et aussi internationale. Une conférence de presse réussie, un concept avec une innovation présentée, et aussi avec la présence
d'un des membres d'honneur, M. Cyril de Moro. Donc, très belle conférence de presse, première étape de cette 3e édition de la Nuit du football africain réussie. Alors, quelle sera la différence entre cette édition, la 3e, et les 2 précédentes éditions? Bien évidemment, l'innovation de cette 3e édition reste le match de gala grand public qui verra se produire des légendes du football africain, une très belle affiche d'anciennes gloires du football africain opposées aux ex-internationaux ivoiriens. On espère avoir un très beau spectacle. C'est l'une des innovations de cette édition, donc un match de gala placé sous le signe de la paix et de l'amitié entre les peuples africains. Alors, pour quel intérêt vous avez, entre guillemets, suscité l'intérêt également du média Canal 2, en plus des médias, de nombreux médias que vous avez actuellement? Écoutez, Canal 2 a une émission qui est très bien suivie, donc Samedi Sport. Et on sait aussi que c'est une chaîne camerounaise et le Cameroun reste pour moi l'une des plus belles nations du football africain. Donc c'est ce qui, bien évidemment, a motivé notre souhait, notre envie d'associer Canal 2, mais aussi la participation de quelques anciennes gloires camerounaises, donc tels que Rigobert Song, Jérémy Dutop, Roger Mila et aussi Joseph Antoine Bell. Alors, vous le garantissez pour cette année une belle brochette de stars? Bien évidemment, l'Afrique regorge de sommités intéressantes en matière de football. Justement, l'intérêt de la Nuit du football africain, c'est de pouvoir offrir un plateau justement de ces sommités. Merci Yves Saradogo, à très bientôt, au revoir. Merci et à très bientôt. Alors, vous avez justement remarqué sur le roll-up derrière le promoteur de cette soirée, Yves Saradogo, qui était marqué les différents médias, les médias partenaires, RFI, Canal+, TV5, Trace 24, Trace TV, autant pour moi, France 24, TV5, et aujourd'hui Canal 2 également, qui fait partie désormais de ses partenaires médias pour un événement comme celui-là. Il a si bien expliqué l'intérêt qu'il portait, que ce concept portait à un certain nombre de médias. Aujourd'hui, et en rappelant aussi que cette soirée sera diffusée, bien sûr, messieurs et dames, sur les antennes de Canal 2 International, bien évidemment. Alors, avec vous, Abou Daga, par rapport à cela, c'est-à-dire qu'on a ce sentiment que c'est un concept qui est véritablement bien pensé, une stratégie qui est mise en place. Oui, absolument. Et en plus, comme le disait le copanéliste tout à l'heure, il faut que ce soit aussi une soirée de gala qui est pour les Africains, pensée par un Africain pour les Africains. Parce que les médias cités tout à l'heure, il y a beaucoup de médias occidentaux. Donc, quand ils commencent à se diriger vers les médias locaux, ce sera plus accessible aux Africains. Et c'est cela qui va porter ce projet un peu plus haut. Parce que le côté marketing est extrêmement important dans des soirées comme celle-là. Et dès que vous avez un réel intérêt des populations locales, les sponsors sont plus intéressés et vous avez des capacités un peu plus élevées. Donc je pense qu'il a bien fait parler son carnet d'adresses parce que dans des soirées comme celle-là, c'est de ça qu'on parle. C'est une question de contact et on a vu avec les différents sponsors qu'il a des contacts et les joueurs aussi. Et on espère que ça va prospérer parce que c'est plutôt intéressant. Mais quelque part, il va falloir aussi introduire de plus en plus le football local pour essayer de faire progresser et de promouvoir le football africain sur le plan local. Alors, monsieur, on est au terme de cette édition. On en profite, n'est-ce pas, pour vous diffuser la bande-annonce de la prochaine émission. Pour la prochaine émission de Samedi Sport, le secret de la réussite de Coton Sport. And that's a beautiful center. Oh, that's a wow! What a goal! What an impeccable one there! Pourquoi ce club domine-t-il le championnat? Quels en sont les hommes forts, la stratégie? Pourquoi malgré tout, la sélection nationale ne se sert-il pas de ce vivier? Existerait-il un anti-Coton Sport? Ce sera à suivre pour la prochaine édition de Samedi Sport. Alors, on rappelle justement les résultats du Man of the Day pour cette édition. Vous avez tout simplement voté en faveur du capitaine Stéphane Mbia. Bah écoutez, bravo pour lui, et c'est la première fois que de manière consécutive, 3 fois consécutive, que depuis la mise en place de cette rubrique, qu'un joueur obtient le Man of the Day. Alors on en profite déjà pour remercier bien sûr l'ensemble des panélistes que vous êtes. Merci une fois de plus d'être venu à cette édition. On remercie aussi à la caméra Divine. On remercie aussi Colin Swanchan, le responsable à la réalisation, le chef de plateau, l'ensemble de tous ceux qui ont participé à la réussite de cette émission. En tout cas, sachez que nous, ici sur ce plateau, ça nous a dit sport. Et si vous, ça vous a dit sport, retrouvez-nous pour les prochaines aventures de Samedi Sport. Decimos no al racismo. Nee tegen racisme. Nein zu Rassismus. Non au racisme. Non al racisme. No to racism.